Bonjour et bienvenue à cette seconde émission de pèlerinage de notre voisinage. Mon nom est Stéphanie et je suis votre animatrice. Et donc quand on parle de Rockland, souvent le mot Parc du Moulin nous vient en tête. C'est pourquoi nous avons choisi le Parc du Moulin comme endroit pour faire cette introduction. De plus, cela coïncide avec le premier endroit que nous allons visiter pour cette émission. Et donc, suivez-moi alors que nous allons découvrir la série de W.C. Edwards. Le Parc du Moulin a été créé en 1967 afin de commémorer la série de W.C. Edwards. Les dernières ruines qui sont toujours visibles sont la fondation des deux bâtiments ainsi que la base d'une des grandes cheminées. Il pourrait être dit que le village de Rockland est né lorsque M. Edwards a établi son entreprise ici dans la région. Cette entreprise possédait environ 200 acres, 2 moulins, des séchoirs à bois, 25 bâtiments à utilité variée et plusieurs autres choses encore, dont notamment 9 bateaux et un quai dépassant la longueur de 1 km. Après seulement quelques années d'opération, cette industrie est devenue internationale. En 1895, soit 5 ans après son ouverture, le moulin à scie ainsi que les extensions rajoutées ont été victimes d'un incendie. Par contre, la deuxième version était encore plus impressionnante que la première. Malgré tout, les moulins ont fermé leurs portes en 1926. Il s'agit encore d'un aspect historique de très grande importance ici dans la région de Rockland. À son apogée, la série de W.C. Edwards était considérée comme la deuxième plus importante au Canada. En 2016, le comité patrimonial a désigné cet endroit comme étant un lieu historique et avec raison. Il y avait seulement qu'en 68, Edward est arrivé ici, W.C. Edwards, pour construire son moulin à scie. Il était parti de Thurso pour venir s'établir ici. Quand il est arrivé à Rockland, il a débarqué sur le bord de la rivière, côté nord de la ville, ici. Et puis, il y avait 3 familles qui demeuraient ici. Il y avait un nommé McCoy, Erskine, puis la rivière. Ils lui ont aidé à construire son moulin, puis il a commencé tranquillement. L'année suivante, il a commencé à scier du bois. Et puis, ça a augmenté depuis ce temps-là. Finalement, quand dernier, il y avait 9 à 1000 hommes qui travaillaient à l'année pour lui. De cette partie ici de Rockland, à part du bas de la côte, à bord des 3 maisons qu'il y avait là, c'était tout en forêt ici, Rockland. C'est là qu'Edward est venu s'installer ici parce que c'était pour avoir le bois, lui, pour faire des bio, pour faire de la planche. Ça, c'est le cheval qui sortait le bois de là. Il l'appelait Bert, le gros cheval Bert. Il était fort, comme une bonne team de chevaux. Ça, c'est l'âge, oui, le bio montait au moulin pour se faire scier, pour se faire des biquets en planche. Là. Laurier était ministre. Il était premier ministre du Canada. Il n'a jamais eu affaire avec Rockland. Mais il a dit à Edwards, à Sturck, t'es député au fédéral, tu représentes le Canada, paye avec l'argent du Canada, l'argent du LAM. Ton argent est plus bon, tes pitons sont plus bons. Si vous avez besoin d'argent pour aller à Ottawa ou acheter dans un autre magasin, il vous chargeait 10 cents dans la pièce pour changer son argent. Dans ce temps-là, Edwards avait une couple de 100 maisons qui lui appartenaient. Il y avait toute une rue, presque tout le bas de la côte, qu'on appelle le bas de la côte, là. Le bord du Trans-Canada, en bas. Ça appartenait à Edwards. Puis une partie se bord ici aussi. Mais il y en a encore qui existent, mais pas sur la même apparence qu'il y avait dans ce temps-là. Ils ont été réparés. J'ai travaillé au moulin à 12 ans, puis j'ai monté au chantier, j'avais 12 ans. Les garçons ont travaillé au moulin. Ils travaillaient pour les Edwards.
On travaillait, on commençait dans des petits jobs, là, dans les barreaux puis dans la, ces affaires-là. On commençait avec 65 cents par jour, de 7 h le matin à 6 h le soir. 1 heure pour dîner. Je suis passé sur ces barges-là, ici. Les barges américaines, il y avait 10-12 barges, OK, là. Puis ils emplisaient ça. C'était pilé dans le fond, puis par-dessus, haut comme ça. Il y avait collé 2 barges ensemble, puis il y en avait peut-être 6-7 de long, là. Ça, c'est l'intérieur de cette grange-là, ici. Ça, c'est quand C. Wilfrid Laurier est venu parler à Rockland, quand il a été élu la première fois, premier ministre du Canada. À l'autre bout du village, vous allez voir. Ils sont démanchés. Edwards avait des animaux de race. Vous avez remarqué les grosses bâtisses en ciment quand vous sortez du village. Ça, c'était ses écuries, Edwards. Puis il y avait des animaux de race. Alors, il y avait deux fermes comme ça, une de chaque côté. Ils faisaient des expositions là-dedans, l'été. On commençait à travailler à l'âge de 14 ans. On triait les bio, il y avait 2 moulins. Ici, il y avait un moulin pour scier le gros bois. Puis en haut, là-bas, il y avait un petit moulin qui appelait pour scier les petits bio. Il y avait un moulin qui faisait les tailles, puis le bardeau de cèdre. J'ai travaillé là-dessus, je poussais les bio dans le moulin. Sur la gap, l'autre côté de la rivière, ben, on triait les bio. Il y avait 3 qualités de bio, le cèdre, le pain blanc puis le pain rouge. Je n'ai pas commencé tout de suite ces bateaux-là. Je travaillais sur la gap. On appelait ça une gap, mais on triait les bio, là. Ensuite, j'ai lâché là, ben, ça a amené la dépression. On a commencé à travailler pour un monsieur Émile Provost. J'avais travaillé pour les Edwards, puis les Ryden. Après ça, l'International a acheté. Là, je suis en allé. Mon père était capitaine, moi. Là, mon père était capitaine. Après ça, ben, il dit, tu vas travailler avec moi. Là, j'ai été second pour lui. J'ai été second pour un monsieur Pilon, monsieur Lambert Pilon. J'ai été second pour un monsieur Chartier. Je sais pas si on ne me rappelle pas de son nom. J'ai été 36 mois second. Puis en 1954, M. Williamson, qui était le surintendant, le premier, on appelait ça le Gatineau Boom. Ben, c'était à l'international, mais le département, c'est à Gatineau Boom qui appelait ça. Il dit, Alphée, il dit, tu vas aller passer tes papiers. Il dit, j'ai besoin de toi pour capitaine. Il dit, ton père, il dit, il est trop vieux, là. Il y avait un monsieur Mainville. Il dit, lui, tout est trop vieux. Puis il dit, là, toi, t'es jeune. Il dit, en 54, ça. J'ai passé mes papiers en 54. Plus qu'ils ont haussé l'eau, là. Là, ça va bien. Mais avant ça, là, on touchait à la terre bien des fois. Il y avait à l'aide en haut, c'est la capelle, là. On traînait dans le fond, le screw marchait, puis on voyait le sable rouler en arrière. Puis le lundi matin, si l'eau était bien haute, là, ben, des fois, là, ben, on sautait par-dessus les buttes de sable. Parce que la fin de semaine, ils fermaient toutes les pouvoirs, là, les moulins. Là, ça baisse à l'eau. On te remontait, ben... Si on partait à l'Ottawa le mardi matin, ben, on était... Pas d'inquiétude, on marchait, on passait bien. Si on partait le lundi matin, par exemple, on sautait par-dessus des buttes de sable. Est-ce que c'est d'une rivière où il y a souvent des grosses vagues, des tempêtes? Oui. Ah oui, j'ai vu des vagues ici. Bon, on travaillait à l'autre côté, là. J'ai vu être obligé de coucher là, à l'autre bord, pas être capable de traverser. On avait un gros bateau. D'Ottawa à Hawkesbury, il y avait 65 000. Mais vous n'avez pas seulement fait de la navigation sur l'Outaouais, n'est-ce pas? Non, j'ai fait de la navigation sur la rivière Lido, d'Ottawa à Kingston. On avait 49 locs. Les locs, vous connaissez les locs, là, mais on passait là-dedans. Aller jusqu'au Naro, on montait. Puis rendu au Naro, on redescendait pour s'en aller au lac Ontario. Ça, c'est l'Ataka. J'ai été capitaine là-dessus. Charles Royer Bio de Ottawa-Hawkesbury. C'est des bouées qu'on faisait en cèdre. Les premières années, j'ai commencé là.
Ça, c'est moi, puis M. Egan, mon ingénieur, on t'a proposé, on mettait des bouées de ciment après des marqueurs de cèdre, là, pour les tenir en place. Ces affaires-là, ça pesait 400 livres en ciment. Ça, c'est M. Duval que je vous parlais tout à l'heure qui travaillait avec moi. Là, je traversais un bombe de bio. Puis lui, il est parti du bateau, puis il a été faire le tour, il a marché ça, puis il a remonté sur le câble. C'était quoi la vie d'un capitaine de bateau? La vie, ben, c'est lui qui c'est lui qui est le boss du bateau. Tout ce qu'il dit, ben, ça marche. Nous autres, quand on partait à Ottawa, là, on n'arrêtait pas, on marchait jour et nuit. Moi, mon chiffre, c'était je commençais à 6 h le matin, j'allais à midi. Après ça, l'autre, il embarquait à midi, puis il allait jusqu'à 6 h le soir. 6 h le soir, moi, j'embarquais, j'allais jusqu'à minuit. L'autre, il rembarquait à minuit, puis il allait jusqu'à 6 h le matin. Ça, on faisait ça la semaine. Des fois, on partait à l'Ottawa à minuit le dimanche au soir. Alors, sur cette photo, nous voyons l'immense chantier de la compagnie et vous voyez une énorme cheminée ici. Cette cheminée servait à brûler les restes des sciures, le bran de scie et les morceaux de bois qui n'étaient pas utilisables. Elle s'élevait à environ 140 pieds. Il n'était pas question de système métrique dans le temps, là. Il y avait au bas des petites portes, pas grandes, 20 pouces par 30 pouces environ. Imaginez, là, un homme qui rentre par le petit trou, là. Et à l'intérieur, on avait élevé des échafauds. Le plus haut s'élevait à environ 50 pieds, je crois. Et c'était pour recevoir les briques et les ouvriers. Alors, c'était un travail qui était très dangereux. Alors, comment est-ce que cette tragédie s'est survenue? Alors, le 20 mars au matin, les ouvriers partent pour leur travail, font leur avant-midi de travail, retournent dîner à la maison. Et voici ce que Madame Dalrymple, qui est la deuxième épouse de grand-père, nous raconte. Elle dit, un des coéquipiers de grand-père entre chez les Dalrymple. Il s'agissait de monsieur, je ne vais pas me tromper de nom, de monsieur Louis Rochon. Alors, monsieur grand-père Dalrymple lui dit, écoute bien, là, ils ventent beaucoup aujourd'hui. C'est une journée maussade, le vent était très grand et on sait la violence des vents. Est-ce qu'on retourne travailler au moulin après-midi? Alors, de répondre, M. Rochon, ben, j'ai pas peur, moi, j'y vais. Alors, les deux hommes partent. Alors, vers 1 h de l'après-midi, les ouvriers entrent dans la cheminée par les petites portes. Et voici que le vent s'engouffre dans les petites portes, ébranle les échafauds qui s'écroulent et 8 hommes se trouvent écrasés sous un tas de briques et de fer. 4 d'entre eux meurent sur le champ. 3 sont blessés très sérieusement et miraculeusement, un seul s'en retire indemne. Il s'agit de M. Alex Laviolette. Alors, sans tarder, le docteur William Ferguson de Rockland arrive sur les lieux. Il est resté là jusqu'à ce qu'on ait sorti le dernier corps du brûleur. Et il était très tard durant la veillée. Le contremaître, M. Joe Beauséjour, raconte que, heureusement, lui n'était pas encore entré dans la cheminée. Il dit heureusement, parce que quelques minutes plus tard, au moins une vingtaine d'ouvriers se seraient trouvés à l'intérieur de la cheminée. Alors, les opérations de secours sont excessivement difficiles. Il faut déblayer les petites portes et c'est un travail très ardu. Vers 5 heures,
Ça a pris 4 heures. Là. Vers 5 heures, on découvre M. Xavier Frappier, blessé très sérieusement, les 2 hanches disloquées, des blessures internes, mais vivant. Et un peu plus loin, on retrouve M. Archie Beaton et M. Joseph Lévesque, qui sont eux aussi blessés très, très sérieusement. Ensuite, on retrouve le corps de M. Archie Stewart, broyé, méconnaissable et sans vie. Environ 3 heures plus tard, ce qui donnait vers 8 heures durant la soirée, là, on retrouve le corps inanimé de M. Louis Rochon. Et vers 10 heures du soir, M. Eugène Deschamps est retiré des ruines et ensuite le corps de grand-père Dalrymple, écrasé sur le plancher de fer, horriblement broyé et quasi méconnaissable. Alors, cette tragédie laissait 4 familles en deuil. Archie Stewart laissait son épouse et 3 enfants. Louis Rochon laissait sa femme et 4 enfants. Henry Dalrymple laissait sa femme et 4 enfants. Et Eugène Deschamps laissait sa femme et un enfant. M. Edwards a défrayé toutes les dépenses relatives aux funérailles des 4 victimes. Nous sommes maintenant rendus au 2e endroit de cette seconde émission de pèlerinage de notre voisinage. La place Saint-Jacques, située au 1756 et 1748 rue Laurier, était un centre commercial extraordinaire à l'époque et essentiel au village de Rockland. En 1891, Aldéric Saint-Jacques construit le bâtiment. Au premier étage, on y trouve le salon Barbier de M. Thomas Girard, un salon de billard, un restaurant et un cinéma où l'on pouvait également entendre à l'extérieur le bruit de la musique. Ce fut le premier cinéma, en effet, dans la région de Rockland. Au 2e étage habitait la famille de M. Saint-Jacques. L'hôtel central de Rockland était situé juste à côté de la mercerie. Malheureusement, en 1918, la place Saint-Jacques a été complètement détruite par un incendie. Elle a été toutefois reconstruite de façon identique, incluant les mêmes entreprises. En 1934, M. Hervé Saint-Jacques prit la relève de son père. Le commerce Saint-Jacques est devenu aujourd'hui le restaurant Friendly's. Juste à côté, la mercerie est devenue Big Boss Burger. Et puis finalement, l'hôtel a été transformé en résidence privée. Et donc, suivez-moi alors que nous allons prendre le témoignage de M. Gérald de Beauchamp. Bien, on commence par le restaurant qui était par la porte ici. Il y avait plusieurs, comment on dit ça en français, des stalls, des banquettes. Puis là, ben, il y a une rumeur circulait qu'il y avait des jeux de main, de malins. On n'expliquera pas trop ce que ça veut dire, on comprend. Après lui, il y avait le salon de Barbier, tout près, qui appartenait à c'est M. Aldéric Saint-Jacques dans le temps qui l'opérait. Après ça, il y a eu M. Laviolette. À l'arrière, avant mon temps, il y avait le théâtre. Ça, c'est... Moi, on me racontait tout ça d'anecdotes. Imaginez, c'était un théâtre où est-ce que c'était le théâtre muet pendant beaucoup d'années. Après ça, il y a eu, imaginez-vous, des vues en couleur. C'était pas drôle, ça. Mais c'est des histoires qu'on m'a racontées, ça, moi. Oui. Après ça, ça a été converti en salle de billard. Okay. Il y avait la grande table, puis une petite table. Puis ce qui était M. Saint-Jacques qui nous surveillait, mais les yeux fermés. Puis là, nous autres, après la partie, on prenait des boules, puis là, on les mettait dans le rack. On ne voulait pas faire de bruit pour ne pas réveiller M. Saint-Jacques, pour être capable de jouer à une autre partie gratuitement, mais il se réveillait toutes les fois. C'était une place très occupée. La famille Saint-Jacques demeurait à l'étage supérieur.
Ils ont été ici pendant, attendez une minute, jusqu'en 71. Là, ils ont vendu à M. Rochon. La famille s'est établie ici en 1934. Ça fait que ça fait longtemps de ça. Ben, il y avait des excellents joueurs de poule ici, là. Disons que des pool rooms à Rockland, peut-être, ça avait une très bonne réputation. Ailleurs, dans d'autres grosses villes, c'était un peu, la clientèle laissait à désirer, mais ici, c'était des bons gros demi. C'était le pool room de Saint-Jacques, il y avait celle Zitwaite, deux dames, une maison tout près d'ici. Il y avait M. Cléroux, qui avait c'est un endroit très fréquenté par les jeunes. Je crois que dans la place Saint-Jacques, il y avait aussi une mercerie. C'est quoi une mercerie? On vend du linge pour les messieurs. Je ne sais pas si le M représente ça. En plus, tout à côté ici, c'est un M. Lafleur. Palmois Lafleur. Lui était tailleur. La mercerie, on vend du linge, tu sais, des cravates, pour les hommes. C'est ça que ça veut dire, ça, ici. Puis c'était tout près à côté, ici, là. Moi, je me rappelle, tu rentrais dans ce magasin-là, il y avait des comptoirs avec des vitres. Puis là, il y avait tout ça de petits... des cravates, des petits bijoux pour les gars. Les murs, c'était tout du bois verni avec des armoires de vitres. C'était vraiment... c'est presque féerique de rentrer là-dedans. Nous sommes maintenant rendus à l'endroit numéro 3 de cette deuxième émission de pèlerinage de notre voisinage. Nous sommes au 1682 et au 1694 rue Laurier, où était située la boulangerie et la maison de Camille Raymond. À l'âge de 18 ans, M. Raymond de Wendover déménagea à Ottawa afin d'entreprendre davantage la cuisson en vue d'ouvrir sa propre boulangerie. En 1897, Camille a été recruté par le fondateur de la paroisse de Rockland et le maire de Rockland afin d'établir sa propre boulangerie sur la rue Laurier. Suite à l'établissement d'un contrat comprenant fournir du pain pour 300 employés de la scierie Edwards, M. Camille Raymond ouvre sa boulangerie et s'y installe dans la maison voisine avec son épouse. Son épouse, Malvina Raymond, avait un commerce de modistes de chapeaux au deuxième étage de la boulangerie. Elle a même été connue comme la plus grande modiste de l'époque. Comme dit précédemment, la clientèle majeure de cette boulangerie était les meuniers travaillant au moulin à C. Edward. Alors, lorsque la boulangerie et sa maison brûla en 1900, les meuniers l'ont aidé financièrement et également ont aidé à reconstruire les deux établissements avec l'ajout d'une petite épicerie et d'un restaurant. Camille Raymond devenant même le maire de Rockland dans les années 1921 à 1924. L'entreprise resta dans la famille Raymond jusqu'en 1960. Les lieux de la boulangerie ainsi que de la maison Raymond sont considérés des lieux historiques ici dans la région de Rockland. Pour vous en donner davantage, nous avons un témoignage tout spécial. J'ai connu un peu M. Camille Raymond, non, parce qu'il est décédé avant mon temps. La grand-mère, Camilla, je crois. C'est une belle grand-mère, toujours habillée en noir, avec la toque de cheveux blanches. Ses enfants, il y avait Jean-Louis. Lui faisait la livraison de pain dans Rockland. Gentleman. Il était maire de Rockland pendant un certain temps. Le boulanger, Roméo, qu'on appelait Méo, bonhomme d'une force herculéenne. Par ça, toujours de bonne humeur. En plus de les filles, il y avait
Il y a, bon, attendez une minute, là. Il y en a une qui s'est mariée avec M. Eugène Laviolette, le maire de Rockland, et puis les autres, bien un peu moins. Puis l'origine, moi, qui m'intéresse encore le plus, c'est que c'est le curé Siméon Hédon, plus M. Edwards, qui l'ont fait venir spécialement à Rockland. Puis M. Edwards lui a garanti 300 miches de pain par jour, parce que c'était pour nourrir les ouvriers. Ben oui, moi, j'ai été émerveillé d'apprendre ça. Ouais, comme en français, le self-sufficient, on pouvait vivre sans l'apport de d'autres petites villes. Il y avait quelques gâteries, des beignes. Ce que je me rappelle, c'est l'odeur. Tu rentrais là-dedans, là, puis ça te transportait d'un autre monde de sucre. Il y avait plusieurs boulangeries dans Rockland, mais c'en était une qu'on nous faisait un plaisir de venir visiter, parce que les gens, le boulanger, puis le Roméo, était d'une gentillesse phénoménale. À part des tours de force de le Roméo, non, je crois que c'est à peu près tout que je me rappelle, excepté nos visites assez régulières. Je ne me souviens pas, peut-être pour 10-15 sous, on avait 3-4 beignes, puis c'était la grosse traite. C'était pas tous les jours, c'est loin de là. Chez nous, maman faisait le propre pain. Puis presque, il y avait beaucoup de gens dans Rockland, bien, faute d'argent. Et puis, les mamans faisaient de délicieux pain, hein, quand c'est chaud, tout ça. Nous sommes ici à la maison Dent. Et donc, nous sommes au 508 rue Edward, ici à Rockland. Au commencement de Rockland, la majeure partie des habitants étaient des meuniers qui travaillaient au moulin ici de William Edwards. En 1915, près des maisons des meuniers, la famille Dent s'installe, étant une des premières à s'installer ici dans la région. La maison habitait John Albert Dent et son épouse Anne-May Busby. Monsieur Dent était le propriétaire de 2 commerces. Le premier était un magasin qui vendait de la machinerie agricole et le deuxième était les services funéraires pour le village de Rockland. Ces commerces étaient dans le même édifice qu'était la clinique médicale du docteur Ferguson précédemment. De nos jours, ce bâtiment abrite particulièrement Marie-Jo Dairy Bar. Ces commerces étant essentiels au village, lui ont permis d'avoir un impact important sur le village et c'est pourquoi on l'honore encore après tant d'années. La maison d'Albert Dent est considérée un lieu historique en raison de son architecture et de l'impact communautaire de son ancien propriétaire. Elle est maintenant un logement résidentiel ayant encore son apparence originale. Cette émission 2 tire à sa fin. Nous avons fait découvrir quelques endroits ici à Rockland. Le parc du Moulin, la place Saint-Jacques, la boulangerie et puis finalement la maison Dent. Alors j'espère que vous avez apprécié ce petit brin d'histoire. Ce fut Stéphanie pour un autre pèlerinage de notre voisinage.